Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Édition de ce 29 mars, le 30 mars, nous y sommes, 2026. Le mois de mars est en train de s'achever. Le mois consacré à la femme, qui aura vu également la femme en peine face au cas de féminicide et d'infanticide enregistré dans notre pays. Le dernier cas, celui qui fait jaser, est la mort tragique de la petite Divine ici à Yaoundé, violée, torturée et puis finalement étranglée et assassinée. L'Assemblée nationale est en session et sur la table de la commission des lois constitutionnelles, un projet de loi portant modification du code électoral. Et si on s'en tient aux documents qui sont en circulation, on est en train d'aller vers une autorisation sans limite de prorogation des mandats des conseillers municipaux, désormais qui sera désormais cette autorisation entre les mains du président de la République. La limitation dans les délais de 15 mois est en train d'être levée. Tout schéma conduit et imagine déjà une prorogation des mandats des conseillers municipaux, peut-être également un arrimage au calendrier des élections législatives pour faire des élections cumulées. Il y a tout un calcul qui est en œuvre, mais ce qu'on attend de l'Assemblée nationale, et c'est ce qu'on lit à travers les réseaux sociaux, c'est ce mutisme comme au niveau du gouvernement face à ces cas d'infanticide ou de féminicide, face justement à la montée de ces crimes odieux. Qui doit faire quoi? Qui peut faire quoi? C'est la question qu'on va poser à nos invités ce soir. On salue ceux qui sont déjà connectés sur la page Facebook de Info TV et qui nous suivent à travers le monde. Merci également pour vos différentes contributions. C'est la grande causerie vespérale qui accueille pour la première fois André Fanga, le révérend André Fanga. Il est pasteur, il est en même temps directeur de publication. André, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Janvier, merci pour l'invitation. C'est une amitié de longue date que nous avons et qu'aujourd'hui, que je sois invité sur votre plateau, ça me fait également plaisir et surtout de croiser le verbe avec des éminents panélistes que vous allez présenter tout à l'heure là-dedans. Je suis là tout de suite, je vous écoute et je répondrai à vos questions comme ça vient. Douala, ça va? Bien écoutez, Douala se porte bien, surtout que nous avons une pluviométrie qui est devenue assez bizarre. On ne sait pas quand il pleut ou bien quand il fait chaud. Donc on s'habitue et on essaie de faire comme les Yaoundéens. Ils font comment? Ben, s'habiller en veste. Ils mettent les costumes. Oui. Comme Maître Eyouk. Le révérend Emmanuel Paco, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Merci pour cette autre invitation. Bonsoir à tous mes copanistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV de par le monde. Bonsoir l'équipe de production. Et avec ta permission, je voudrais dire un bonsoir particulier aux populations bafounes des 3 arrondissements de Mombo, Djombe Penja et Loum, dans le département du Mungo, région littorale, qui continuent de se battre pour la réinscription de leur identité dans le fichier d'identification nationale. Ils en ont marre d'avoir à être assimilés à d'autres populations du Cameroun. Pourtant, ils sont bien connus, ils existent. Pourquoi est-ce qu'on voudrait... les gens de Mombo? Les Bafounes. Les Bafounes. On ne parle pas beaucoup, hein? Les Bafounes. C'est un peuple qui est étalé sur les 3 arrondissements, Mombo, Djombe Penja et Loum. Et vous figurez-vous qu'ils se retrouvent déjà à Djombe Penja, un canton dit canton Bonké Penja, alors que les Bonké sont une population que les Bafounes, qui sont autochtones, ont accueilli et ont donné de la place pour pouvoir résider comme on faisait par le passé. Mais aujourd'hui, l'administration territoriale camerounaise reconnaît un canton dit Bonké Penja, pourtant il n'y a pas un canton Bafoun, alors qu'ils sont sur les 3 arrondissements et c'est eux le peuple autochtone. D'accord. Paco, comme honorable Paco, qu'on a connu du côté de Mangamba. Bon, c'est un nom qui est répandu dans cette zone du Cameroun, dans le département du Mungo. Donc, c'est un nom familier, mais je le connais également, Jacques Paco, paix à son âme. À son âme. D'accord, il était très gentil. Il nous a laissé son domaine à Mangamba tout un week-end.
lorsqu'on était à Canal 2. On voulait un peu déstresser et tout, avec tous les avantages qu'on peut imaginer. Malheureusement, de façon brutale, il nous a quittés. Il était assez généreux. Ouais, vraiment, on y a séjourné. Les frigos étaient pleins. Et tous les avantages autour de cette affaire-là. Accueillons Maître Paul-Roger Eyouk, avocat au barreau du Cameroun. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à mes co-discutants et à vos millions de téléspectateurs à travers le monde entier. Je voudrais dire avec votre permission bonsoir à ce collège des juges qui a statué dans l'affaire de bébé Matisse, Oui. et qui a su, je ne vais pas donner les noms, on se connaît très bien, et qui a pris le courage entre les deux mains pour prononcer dans le cas d'espèce une décision suffisamment dissuasive. Je voudrais présenter mes condoléances à la famille, n'est-ce pas, de Divine Mbarga, et je voudrais vous rassurer, Jean-Jacques, que j'entends me constituer gratuitement dans cette cause pour défendre les intérêts des ayants droit, n'est-ce pas, de cette petite fille qui ne demandait qu'à vivre. Alors ça c'est noté, la famille de la petite Divine Mbarga, vous pouvez prendre immédiatement contact, attache avec Maître Paul-Roger Eyouk qui s'engage justement gratuitement pour la défense de cette cause. On attend des collectifs des avocats pour des causes comme celle-là, ce serait formidable. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Benoît Fedieu. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir aux co-discutants de cet après-midi. D'accord. Vous êtes militant engagé, très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conseiller municipal. Bientôt, votre mandat sera des plus élastiques. Hein. Ça ne vous dérange pas dans tous les cas? Je pense que j'avais déjà fait une réflexion dessus. Au moment où l'opinion tenait, n'est-ce pas, un discours selon quoi il y avait un verrou sur la prorogation de 18 mois, initialement prévu dans la loi. J'avais dit une prorogation législative peut connaître toute mutation avec une autre loi. Et je crois que ce n'est pas une surprise déjà, pas pour moi, pour tous, parce que on a pris l'habitude au Cameroun d'organiser le double scrutin pour essayer de réduire les charges. Les charges. Et si déjà, en prorogeant le mandat des députés, l'exposé des motifs faisait allusion à l'indisponibilité matérielle. Et le Trésor public n'étant pas capable de continuer de tenir ces élections comme prévu, du fait de tout ce qu'on a traversé et bien d'autres événements. Mais il va sans dire qu'on ne pouvait pas maintenant tenir les élections de conseillers municipaux. Si vous dites qu'on n'avait pas assez d'argent pour tenir des élections, vous ne pouvez pas non plus diviser, parce que on a pris l'habitude de faire des élections couplées pour réduire les coûts, parce que le matériel utilisé pour organiser cette élection couplée est presque le matériel d'un seul scrutin. Donc, c'était un peu... C'est quand même beaucoup de gymnastique. Hein. On est obligé de faire beaucoup de gymnastique avec un peu d'arithmétique là-dedans. Comment jumeler, cumuler pour réduire les coûts. On vous dit qu'on a proposé, par exemple, avec l'opposition et la société civile, le bulletin unique qui pouvait régler les problèmes de coûts. C'est une possibilité. Moi, je pense que de toutes les propositions qui peuvent être faites dans une république, et on analyse et on va avec la meilleure. Aussi bien que rien n'est statique et le monde est dynamique, au fur et à mesure qu'on évolue, on pourrait, n'est-ce pas, dégager certaines influences peut-être qui peuvent compromettre la réussite du bulletin unique. Et puis on finira par instaurer. Bon, donc je pense que rien n'est stratégique, tout s'adapte avec l'évolution du monde. Nous sommes partis de tout ce que vous connaissez, c'est l'administration qui a organisé d'une part les élections, on est allé au L2, après la biométrie, donc aujourd'hui on est à Elekam. Donc moi je pense que les choses évoluent, mais on fait avec ce qui est là pour le moment. D'accord.
Madame Abega, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Comme vous regardez Benoît se battre pour justifier, essayer d'expliquer ce qui se passe là-bas. Vous êtes militante, femme politique très engagée, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. À nouveau, bienvenue. Merci. Je voudrais dire bonsoir aux populations de Nkole Basimbi. Nkole Basimbi, oui. C'est où ça? C'est chez moi, mon village, c'est Assa. Assa. Oui. Population de Nkole Basimbi qui nous regarde en ce moment. D'accord. Je salue les femmes et une pensée pieuse pour toutes ces femmes qui subissent les violences et tous ces enfants assassinés. Donc, une pensée pour les familles endeuillées. Oui. Alors, quand vous jetez un coup d'œil sur le projet de loi apportant modification du code électoral, quelle réflexion? En fait, lorsque j'écoute Benoît parler, il se réjouit du fait qu'on peut torpiller le code électoral, la constitution à leur guise. Selon moi, ces conseillers municipaux et ces députés, le peuple ne se reconnaît plus en eux. Donc, je crois qu'il faut redonner le pouvoir au peuple pour choisir ces nouveaux élus et donner la possibilité à d'autres figures politiques d'émerger, donner la possibilité à d'autres courants de pensée d'émerger aussi dans la société. Donc, la malice voudrait que les mandats de ces élus, députés et conseillers municipaux soient arrimés au mandat présidentiel qui est de 7 ans. Parce que si désormais on fera l'élection en 2027, si jamais, parce que lorsque le plafonnement de la limite du temps mis par un conseil municipal ou bien par une législature est levé, ça veut dire que rien ne nous garantit que même en 2027 nous aurons une élection, puisqu'il n'y a plus de limitation. À tout moment on peut proroger, décider que cette législature et ou bien ces conseillers municipaux peuvent rester à vie, que Fedje va se réjouir, puisqu'il se réjouit. Donc je pense que tout le monde, la société civile, les partis politiques de l'opposition, tout le monde devrait être associé à la révision du code électoral, qui ne devrait pas seulement concerner un seul... demander un dialogue ouvert, un dialogue inclusif. Oui, ça ne devrait pas seulement concerner un seul bord politique qui maîtrise seul le calendrier électoral. Parce que nous autres, nous ne maîtrisons pas le calendrier électoral. Vous allez me poser la question de savoir si on convoquait les élections, est-ce que nous étions prêts? Oui, nous étions prêts. Parce que les commissions avaient été constituées à l'UNDP pour gérer les élections. Mais avec les multiples prorogations dont on ne maîtrise plus le timing, tout est démobilisé. Et puis on ne peut pas passer toute une vie à se préparer pour une élection. C'est comme si quelqu'un disait hier soir que est-ce que si tu prépares un match ou une émission, on te dit l'émission n'a pas lieu ce soir. Demain, on te dit l'émission n'a pas lieu. Donc tu ne vas pas passer toute une vie à préparer une émission. Donc ça veut dire que tu vas te décourager. Il y a des personnes qui étaient déjà engagées. Il y en a qui engagent même déjà les dépenses. Oui, les personnes ont engagé les dépenses. Oui. Le fait de faire le casting pour une liste, ça a un coût. Et maintenant, le fait de monter un dossier, parce que tu attends la convocation du corps électoral, ça a un coût. Donc, il y a cette démobilisation qui va entraîner, d'autres vont mourir, d'autres vont se décourager, d'autres vont tomber malades. Donc, bref, il y a toutes ces divergences qui vont intervenir et puis il y a la démobilisation totale au sein des partis politiques et même de la société civile qui ne sait pas si elle est concernée par la gestion de la cité ou pas. Ce qui va changer, c'est que le président pourra renouveler, proroger autant de fois qu'il le veuille. On enlève la limitation des 18 mois. Le fait d'enlever la limitation, le peuple est habitué à avoir rendez-vous avec les urnes tous les 5 ans. Oui. Maintenant que le peuple ne sait plus quand est-ce qu'il aura rendez-vous avec les urnes pour choisir ses élus, c'est une élection locale. Donc des personnes ne vont pas s'éterniser là, sous le prétexte que
on peut proroger quand on veut et comme on veut. Donc nous sommes en train d'aller là où je ne sais pas, bon, je ne suis pas parlementaire, bon, pour Fedje, il est conseiller municipal, ça va, puisqu'il est assis sur son trône, donc rien ne le dérange, mais je pense qu'il faut laisser la latitude à d'autres figures politiques d'émerger. Il faut laisser la latitude à d'autres personnes de s'affirmer dans leur fief, parce qu'on ne va pas s'éterniser là avec le conformisme pour regarder comment les gens sont là pendant 10 ans en conseillers municipaux. Entre-temps, ils n'ont plus de compte rendu à faire à ceux qui légitimité. Puis ils n'ont plus de légitimité, ils n'ont même plus de compte rendu à faire, ils n'ont aucune contrainte, puisqu'ils savent que désormais leur mandat dépend d'un décret. Maître Youk, c'est une situation suffisamment embarrassante. Vous écoutez Marie-Jeanne s'exprimer sur la question. C'est embarrassant, ça complique davantage la lisibilité du calendrier électoral. Oui, ça complique le calendrier, bien évidemment. Il faut savoir que dans un État, tout est soumis au droit et à la loi. Et lorsqu'on commence à grignoter la loi, ça devient un sérieux problème. Il faut savoir, Jean-Jacques, que ce soit les députés, que ce soit les conseillers municipaux, ils n'ont pas seulement besoin de la légalité, mais ils ont besoin de la légitimité. Et la légitimité vient du peuple. Donc, comme la dame disait tout à l'heure, il faudrait que le peuple reste souverain et détenteur, n'est-ce pas, du pouvoir. Il faut que c'est le peuple qui décide. Parce que si, là maintenant, peut-être, avec la prorogation, il y a la légalité, mais la légitimité n'y est plus. Parce que c'est un décret qui, maintenant, a prorogé, n'est-ce pas, les mandats, et puis ils vont être là, le peuple, ce n'est plus le peuple qui les a installés là, et quand on dit qu'on doit lever, entre guillemets, ce qu'on appelle le verrou, je pense que c'est dangereux pour notre démocratie. Il faut laisser, comme la dame le disait, l'occasion à d'autres figures politiques d'émerger. Il faut donner l'occasion au peuple, parce que les élections, c'est aussi l'occasion pour le peuple de sanctionner ses représentants, de sanctionner les élus, ceux qui n'ont pas bien travaillé. On doit les sanctionner, c'est au travers des urnes que cela se fait. Mais si aujourd'hui, on commence à laisser, ils sont là, on vient, on proroge. C'est une question de moyens. Ça ne peut pas être une question de moyens. On ne peut pas organiser séparément des élections parce que ça coûte. Ça ne peut pas être une question de moyens. Je pense que nous avons dans notre pays des dirigeants suffisamment intelligents. Lorsqu'on prorogeait la dernière fois les élections, on savait très bien qu'en envoyant ça en 2026, ça pourra coïncider avec l'après-l'élection présidentielle. Il le savait pertinemment, ma foi. Et je pense que lorsqu'on voit, je crois que c'est sur ce plateau qu'on parlait, je peux me tromper, qu'il y avait une discussion autour, n'est-ce pas, de l'or qui a été vendu par le Cameroun. Si on prend cet argent-là, c'est pour organiser une élection. Je peux citer comme ça et citer plusieurs cas. Je ne pense vraiment pas, personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit un problème de moyens. Je pense que c'est un problème de stratégie politique. Je me dis que le parti au pouvoir a certainement vu, n'est-ce pas du tout d'un bon œil, les résultats de la dernière élection présidentielle. Ça a donné certainement des sueurs froides. Et on s'est dit, si dans ces conditions, on organise des élections législatives et municipales, comme ce sont des élections locales qui sont contrôlées et bien surveillées, ils se sont dit certainement que ça risque de ne pas passer. Il peut y avoir des revers, des surprises très désagréables. Et du coup, il fallait peut-être proroger pour mieux s'organiser, pour mieux asseoir ses assises politiques. Je me dis que c'est ça. Mais je pense que il faudrait... j'ai toujours l'habitude, j'aime toujours rappeler ce que le président Paul Biya a dit lorsqu'il a pris le pouvoir, qu'il aimerait être, n'est-ce pas, celui-là qui a apporté, je crois, la démocratie et la prospérité. Et la démocratie a ses règles, la démocratie a ses principes, quitte à ce que, si on veut donc bâtir un pays de démocratie, qu'on se soumette à la règle. Alors, on rappelle que la prorogation était déjà prévue dans le code électoral, sauf qu'il y avait une limitation. Le président ne pouvait pas proroger au-delà de 18 mois. C'est cet aspect qui est en train d'être levé, si on s'en tient à la copie du projet qu'on a eu. André Fanga, on est toujours dans les calculs où il faut prendre en considération les motifs évoqués. Écoutez, je pense que
l'élection présidentielle a laissé beaucoup de plumes. A laissé presque le RDPC à carreau. Parce que le RDPC s'est senti laminé. Et c'est ça la preuve que beaucoup de choses ne marchent au pays. Parce qu'on essaie de voir qui a fait quoi véritablement par rapport à cette élection présidentielle. Parce que quand les résultats, quelqu'un qui était habitué à voir 93%, 80%, 75%, se retrouve à 53%, c'est une dégringolade magistrale. C'est-à-dire, c'est même un échec patent pour le RDPC après cette élection présidentielle. Pour quelqu'un qui était habitué à voir des scores soviétiques. Pharaonique. Se retrouver à 53%, donc à quelques limites de 49%. Donc, vous voyez que, ayant constaté que les bastions, qui étaient des bastions imprenables hier, ne sont plus, n'est-ce pas, la chasse gardée du RDPC. Alors là, imaginez-vous que l'élection présidentielle produit ce genre de résultats. Par rapport à une élection, Maître le disait tout à l'heure, une élection locale. C'est-à-dire la rencontre, n'est-ce pas, vous connaissez. C'est le corps à corps. Non, c'est le corps à corps. On se connaît au parti. C'est-à-dire, monsieur le conseiller municipal qui est là, il sait ce qu'il a produit comme résultat dans son secteur d'activité. C'est-à-dire, s'il repasse là demain, on va lui dire que monsieur, vous nous avez promis il y a de cela quelques années, ceci, 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 ceci. Maintenant, vous n'êtes plus capable. Parce que personne où on est là ne peut aller plus voir le président de la République pour lui dire que, monsieur le président, vous nous avez promis, il y a de cela tel nombre d'années. Alors que le conseiller municipal qui est parmi nous là, on connaît où il habite, on connaît ce qu'il nous a promis, et depuis on n'a pas de résultat. Comme on n'a pas de résultat, alors là, monsieur, retrouvez, n'est-ce pas, votre ancien métier, ou bien repartez où vous étiez. On redonne la chance à quelqu'un d'autre pour être conseiller municipal de notre secteur, de notre espace, de notre arrondissement. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, l'analyse du RDPC est simple, et du président national, ou bien des caciques, n'est-ce pas, du seul pouvoir. Ils savent que, moi je viens de Douala, si vous analysez la situation du Vouri, je suis sûr qu'aucun arrondissement, n'est-ce pas, de Douala, du Vouri, n'aurait un meilleur RDPC. Je vous le dis. Parce que si vous partez de Douala premier, de Douala deuxième, de Douala, peut-être Douala deuxième encore, avec Maître Denis Fapou, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième, Douala sixième, c'est la catastrophe. Personne, aucun conseiller ne s'est démarqué. Parce que je parle là seulement des conseillers, je ne veux pas parler des maires. Vous voyez un peu, ne s'est démarqué pour démontrer que non, il y a une politique qui est mise en place pour le bien-être des populations, pour le développement des villes. Donc, le RDPC ayant analysé cela, ils savent que non, il faut tout faire pour essayer de retarder. Parce que cette ampleur, cet engouement, n'est-ce pas, c'est, comment dire ça, c'est ras-le-bol des populations envers les élus, n'est-ce pas, qu'ils ont. Nous avons aussi nos maires dans nos villages. Nous savons la catastrophe qu'il y a dans nos villages. Je n'en dirai pas plus. Est-ce qu'on doit écouter ce qu'ils disent que les partis politiques de l'opposition font des paresseux, qu'ils devaient déjà s'attendre à cela, parce qu'on est entré dans cette spirale de prorogation depuis un certain temps, et qu'aujourd'hui, on ne devrait plus faire semblant d'être surpris ou de prendre enfin les gourdins et les machettes pour découper ce qui parle de quelque chose qui semblait déjà être programmé. Oh, Jean-Jacques, tu sais, les partis politiques d'opposition ont presque les mains liées. Parce que le système RDPC, d'ailleurs ils n'ont jamais cessé de le dire, est tellement fortement ancré. Ils tiennent tous les leviers qu'ils manipulent à leur guise pour se maintenir. Les partis d'opposition n'ont que le verbe pour essayer de convaincre et de mobiliser. Et quand ils arrivent, ces partis-là, à le faire, et qu'ils sont à chaque fois déjoués dans le calendrier électoral que seul détient le RDPC et qui est manipulé à sa guise pour se maintenir aux affaires, à un moment donné, on ne peut pas leur demander d'inventer
On ne peut pas leur demander de transformer ce qui ne leur est pas accessible actuellement. Il faut que le jeu soit ouvert. Il faut que le jeu soit démocratique. Il faut que le jeu soit véritablement un jeu. Dans un jeu, tout le monde, il y a des règles qui s'imposent à tout le monde. Et les joueurs arrivent au stade plus ou moins à égalité pour jouer selon les mêmes règles et le meilleur gagne. Mais tel que c'est présenté, nous sommes face à un système qui se pérennise et qui est organisé à se pérenniser et à se maintenir aux affaires au pouvoir, au point d'enlever, comme le disait encore, je crois que c'est Maître là tout à l'heure, la souveraineté au peuple. Parce que là, on finit par confisquer le pouvoir du peuple. Et tout ce qui pouvait être décidé par le peuple, désormais, on en reconnaît la décision à une poignée de personnes qui est déjà totalement acquise à la cause. Même ces lois qui aujourd'hui sont à tout bout de vent modifiées, à tout coup de vent modifiées à l'Assemblée nationale, certaines ne devaient pas être faites ainsi. On a envie à se demander également à quoi sert la Cour constitutionnelle finalement. Si ce n'est surveiller sur la constitutionnalité des lois et sur le respect même de la Constitution aussi. Le chef de l'État qui en est garant, s'il est le premier finalement à manipuler tout le temps la Constitution à sa guise pour se pérenniser, et qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose en sa faveur, on doit modifier ce qui existe, alors que notre Constitution dit également de se garder de modifier. Mais nous modifions à tout vent, il y a un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne respecte plus la souveraineté du peuple, on ne respecte plus les accords de communautarisme, de vie ensemble qu'on s'est donné, parce qu'en réalité, si les différentes communautés que nous sommes, nous nous mettons ensemble dans un même espace pour faire une nation, pour faire une république, il faut bien que nous puissions nous donner des règles de vie commune et que chacun puisse respecter ces règles pour qu'on vive en paix. Alors, à partir du moment où ces règles ne sont pas respectées, eh bien, on peut penser avoir le pouvoir aujourd'hui et la force de coercition, parce qu'on a, comme ils savent souvent le dire, ils ont tous les éléments de force pour pouvoir nous faire réfléchir. Mais on ne sait pas, lorsqu'un peuple se lève, le peuple camerounais est un peuple qui a subi. Et nous pensons que c'est fort de ce qu'il a subi que jusqu'ici, il est encore dans plus ou moins la passivité. Parce que c'est une patience qui devient passive, quelque peu. Mais cette patience-là aussi pourrait avoir des limites, ce que nous ne souhaitons pas. Absolument. Parce que lorsqu'un enfant est là d'attendre, il risque de venir. Voilà, il risque de se révéler et de faire à sa tête parce que ce que dit papa ne le convainc plus. Papa ne cesse de lui faire des promesses qui ne sont jamais réalisées. À ce moment-là, il finit par ne plus écouter papa, il finit par ne plus respecter la parole de papa et il commence à faire par lui-même. Et quand il commence à faire par lui-même, il devient incontrôlable. D'accord. Alors, vous allez réagir forcément, monsieur Benoît Feu-Dieu. Forcément, vous allez réagir. Bonsoir, monsieur Jean-Yves, bonsoir. Bon après-midi à tout ton panel. Le RDPC a un seul projet, assassiner la démocratie au Cameroun. Les prorogations connaîtront un terme un jour et le peuple administrera une autre déculottée au RDPC. Bonne émission. Simon de Nkwaban, ici à Yaoundé. Vous allez réagir tout naturellement. Bonsoir le panel. Finalement, pourquoi le RDPC a peur des élections locales, point d'interrogation, avec un score de 53% à la présidentielle, on a encore peur de quoi, n'est-ce pas? Ce parti a 360 sections dans tout le pays. Bref, on monte ou on descend, il y aura élection locale un jour au Cameroun. Le RDPC a peur de la déculottée, mais c'est juste une question de temps. D'abord, même le prince a 100 ans, Molu de Yaoundé, merci pour cette contribution. On dit que le RDPC manifeste les signes de peur, une phobie des élections. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Les différentes échéances électorales ont surpris le régime RDPC, point d'interrogation. Dans la loi des finances 2026, le législateur n'a pas prévu les législatives et les municipales. Ce régime est à bout de souffle, à bout, qui envoie cette interrogation. Il pose d'ailleurs une question fondamentale. Est-ce que ces élections n'avaient pas été prévues dans la loi des finances? Bonsoir le plateau. Je pense que le RDPC, c'est que si aujourd'hui
on laisse les élections législatives et municipales se tenir et sont sûrs qu'ils vont perdre les places. C'est Georges depuis Douala. Alors, il n'y a rien de positif pour le RDPC là, dans cette affaire, Benoît Fodieu. Bonsoir. Ce sont les manœuvres d'un régime en plein essoufflement. Bonne émission, c'est Noah du côté de ça. On salue les dynamiques populations de ça qui nous suivent également ce soir. Benoît Fodieu, la tendance est pratiquement la même. On accuse au RDPC de manœuvres, d'avoir peur de perdre les élections, de manœuvrer, de tripatouiller pratiquement pour essayer de survivre. Ah non, en fait, la manœuvre, c'est ce qui vient de se passer sur ce plateau. Ah, d'accord. Oui, expliquez-nous. C'est ça la manœuvre. J'ai entendu ma soeur dire que je suis très content. Mais attends, dire que je suis très content parce que je suis conseiller municipal, c'est ignorer qu'un conseiller municipal peut aussi avoir des ambitions ailleurs que d'être conseiller municipal. Il peut aussi être bloqué à cause de ce calendrier. Bien sûr. Donc moi je pense que nous ne pouvons pas porter le tort, je ne dirais même pas à une personne, face même à un parti politique, parce que nous sommes là dans nos lois. Ce qui est fait, c'est parce que notre constitution a permis que cela soit fait. Et ce sont nos lois. Nos lois peuvent être mauvaises, ce sont nos lois, c'est ce que nous avons mis en place et c'est ça qui régule notre société. Les élections se tiennent tous les 5 ans et les autres tous les 7 ans. Mais il y a des élections où la Constitution et la loi portant code électoral ont donné la possibilité de proroger. On a commencé par les élections législatives. Il n'y a aucune violation de thèse là, il n'y a aucune manipulation. Parce que le législateur est allé très loin pour dire en cas de nécessité. Et lorsqu'on parle de nécessité, des contraintes, je pense que même si on refuse de voir comment, même si on n'est même pas formé pour le faire. Juge la nécessité. Le juge de l'opportunité. C'est le juge de l'opportunité qui est juge de la nécessité. C'est là où c'est grave. Écoutez, c'est là où c'est grave. Non. Parlons d'une élection. C'est là où c'est grave. Parce que ça ne relève pas du pouvoir discrétionnaire. Rien n'est grave. Parce que chaque prorogation, même, on fait additionner un exposé de motifs. C'est-à-dire pour dire aux gens, voilà ce qui nous amène à proroger. Et c'est la loi qui est claire là-dessus. C'est pour cette raison que je dis, à moins d'adopter une loi, une constitution qui dit on ne peut jamais proroger. Est-ce qu'on voyait proroger l'élection présidentielle ou l'élection des conseillers régionaux? Non, parce que la loi ne permet pas. On ne le fait pas. Mais là où la loi permet, et la loi encadre en disant... La loi ne le permet pas, mais la loi impacte le calendrier même des régions. La loi impacte le calendrier. Alors, si vous prolongez le mandat des conseillers municipaux, ça impacte l'élection des conseillers régionaux. Forcément. Bon, je dis bien ceci. Oui. Non, je dis ceci. Oui. La loi a permis de prolonger le mandat des conseillers municipaux. La loi permet de prolonger le mandat des députés. Ça veut dire la loi, ce sont des règles que nous établissons pour régler notre société. Vous ne pouvez pas établir une règle et après vous dire que comme on est dans la règle là, on est déjà en train de violer les lois. Non. Et nous avons dit en termes de non-disponibilité de matériel pour organiser les élections, on a parlé des finances. Benoît, Benoît, dites-nous, l'arrivée du Saint-Père peut coûter combien au Cameroun? Très bien. La tenue de la CM14. Très bien. La tenue de la CM14. Je pense que résolument, ces deux événements sont plus importants que la tenue des élections. Je ne voudrais pas répondre une question par une autre. Parce que la gestion d'un État, ce n'est pas la gestion d'une épicerie. Nous parlons tous de la gestion d'un État. D'un État. Oui. Alors, donc, dans la gestion d'un État, tout est planifié. Oui. Vous allez faire la diplomatie. Est-ce qu'on a donc pas planifié les élections? Vous écoutez un peu. Vous allez faire la diplomatie. Vous allez faire le sport. Vous allez faire tout. Et vous n'allez pas supprimer un côté parce que vous devez faire l'autre. Parce que de chaque côté, il y a une disposition qui prévoit on a l'impression que c'est ce qui a été fait. On a mis les élections de côté. On a l'impression que c'est ce qui a été fait dans le cas de Voici. Vous avez le côté diplomatie avec
tout ce qu'on peut avoir à négocier là-bas, ça peut être les visites du pape, ça peut être des présidents de la République, ça peut être les échanges internationaux. Tout ça, c'est une rubrique de l'État. Vous pouvez avoir de l'autre côté le sport, où même il y a par moment qu'on se plaint ici que pourquoi on a donné autant de milliards pour le football. C'est ce qui est prévu comme une rubrique dans un État. La rubrique des élections. Donc, pour dire, la rubrique des élections est prévue. Oui. Ce que je dis ici, c'est que dans la rubrique des élections, on n'a pas annulé. On est conforme à la loi parce que la loi a prévu qu'on peut reporter. Nous ne sommes pas en violation de la loi. Moi, je ne voudrais même pas aller très loin quand j'ai demandé la parole. C'est que vous avez vu un temps, j'étais un peu trop agité sur le téléphone. Ça arrive, vous savez qu'on a aussi des responsabilités. Oui. Et surtout quand on vous annonce une triste nouvelle. On vient de perdre le maire de la commune de Tchang. Et je reçois la nouvelle comme ça sur le plateau. Et il fallait que je sorte un peu de ma concentration pour compatir avec ces familles et déjà même adresser les condoléances déjà du RDPC que je représente ici. À la commune de Tchang, à sa famille nucléaire, auquel je joins ma propre compassion. C'est dommage qu'on perde un élu comme ça. Et un Camerounais. D'accord, on comprend tout cela, on a bien connu le maire, peut-être dans d'autres cadres. Sur la problématique, oui, sur la problématique on n'est pas encore sorti, on va se permettre encore 2 ou 3 interrogations là-dessus. Qui est simple. Je pense que les élus du peuple, qui sont majoritairement RDPC, donc c'est normal que la Constitution, n'est-ce pas, qui est votée, soit largement en faveur du RDPC. On ne leur fera pas ce procès-là. Non, on ne leur fera pas ce procès, mais on dit le RDPC est largement majoritaire au Parlement. Sauf que même l'État avait prévu de ne pas faire des députés des suiveurs avec le mandat impératif qui est nul. On leur donne quand même la possibilité, une fois qu'ils sont élus, de pouvoir agir en âme et conscience. Pourquoi est-ce qu'ils suivraient seulement parce qu'ils ont une majorité telle que vous la qualifiez? Alors qu'ils peuvent aussi... Vous savez ce qu'on appelle la discipline du parti. Non, pas la discipline. Le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire. Jusque-là. Le groupe parlementaire, c'est le groupe parlementaire qui décide de qui est candidat au niveau de leur parti et c'est ce qui est appliqué. Rappelez-vous, Adama Moudi du RDPC qui s'était présenté face à Kavaye Djibril à une certaine année. Oui. Il a été... Tous ceux qui ont osé ne sont plus au Parlement. Les Ngakoumla, les Kélédon Fax. Exactement. Heureusement que vous-même vous reprenez les exemples. Mais ça ne doit pas être ça, la démocratie. Vous dites simplement que le RDPC est dans sa logique. C'est-à-dire, il modifie la Constitution, il met les lois qui vont être à l'avantage de son parti. Et c'est pour ça qu'on parle depuis, oui, vous êtes dans la légalité. Bravo, c'est la légalité. Mais ça ne suffit pas. Mais est-ce que la légalité suffit dans un pays? Si un gouvernement ne sort pas aujourd'hui, c'est parce que justement le président de la République ne sait pas où se trouve sa vraie légitimité. Il a la légalité républicaine, c'est-à-dire, on a annoncé qu'il a gagné l'élection, il a prêté serment et tout, mais il ne sait pas avec qui travailler maintenant parce qu'il ne sait pas d'où vient sa légitimité. Ah d'accord. Parce que la légitimité est quelque chose d'extrêmement important. S'il va là-bas, il ne sait pas avec qui il va travailler. Chacun m'a dit qu'il a j'ai fait tel score, j'ai fait telle chose. Sachant que les populations ont carrément vomi le président de la République à partir du score de 53%. Et vous savez comment ils ont travaillé pour atteindre même ces 53%, pour essayer d'arrondir les bords, pour avoir les 53%. Donc pour simplement dire que, sachant que cette élection municipale peut faire le retour dans les années que vous connaissez très bien, où l'opposition avait presque tout raflé à un moment donné, et qu'aujourd'hui, les conseillers municipaux comme celui dont nous avons sur le plateau ne pouvaient plus avoir un mandat, parce que ils n'ont pas pu c'est pas des oracles, c'est une réalité du
terrain. Parce qu'il y a quand même des députés aujourd'hui, à la limite. Parce que Benoît trouve son compte. L'élection présidentielle, c'est on transporte ça à l'élection législative et municipale. Je vous dis que... C'est quand même une projection. L'analyse des résultats. Non, mais Benoît, je suis d'accord avec... L'élection présidentielle est différente. Je suis d'accord, Benoît. Je suis d'accord. Maintenant, je suis en train d'expliquer quelque chose. Le sentiment, c'est-à-dire le parti dont vous êtes représentant, n'est-ce pas, aujourd'hui, n'est plus le parti d'amour de beaucoup de Camerounais. D'ailleurs que ça produit, la preuve, c'est les résultats de l'élection présidentielle. Votre candidat, par exemple, en 2018, avec un score de 70%, de plus de 70%. Aujourd'hui, il est descendu à 53%. Donc, vous imaginez qu'il y a quand même une incidence et un vous me donnez une minute, je vous dis quelque chose. Voilà, dites-nous quelque chose. On ne peut pas vous refuser la minute là. Il est parti de 70%, il est rentré à 53%. Oui. C'est pas lui qui dit, c'est ce que les chiffres disent. Oui, non, c'est ce que les chiffres disent. Et c'est ça qui crée une panique dans le camp du RDPC. Bien sûr. Alors, je vais vous dire une chose. Les 70% qu'il avait, c'était avec tous ses alliés. Ah, aujourd'hui, Et c'est l'élection, non, attendez. Sur ce même plateau, il y a vos camarades qui ont démontré. Ça s'est passé ici. Non, vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire que les alliés ne représentent rien. Les alliés que à l'élection locale ont des députés, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne représentent rien. Alors on a eu deux alliés de pointe, le FSNC et l'UNDP, qui ont évolué en solitaire. Mais je vais vous rappeler que lorsqu'on arrive à l'élection locale, on n'a jamais fait les mêmes listes. L'élection locale, l'UNDP fait ses listes, FCNC fait ses listes, le RDPC fait ses listes. Et c'est dans ce contexte-là que le RDPC est implanté avec le contrôle des sièges et les communes que vous connaissez. Donc, les gens sont en train de rêver des choses qui n'existent pas. Mais maintenant, parfois, vous faites également dire entre vous. Mais je vais vous dire également une chose. Voilà, les petits partages. Je vais vous dire que c'est souvent compliqué, c'est souvent même rude. La bataille entre les alliés. parce que en politique, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus compliqué la bataille à l'élection présidentielle. Vous avez suivi l'élection des conseils. Permettez à Benoît de chuter. J'ai suivi tout ça. Laissez. Puisque le plus fermé du Sud. Je vais vous dire ici que quand vous voyez un allié, la bagarre à l'élection locale avec le parti au pouvoir est plus rude. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ça que l'allié s'impose et a une place respectable dans les alliances. C'est comme ça que il y a donc une question du déficit du dialogue préalable. Marie-Jeanne sait que l'opposition a fait plusieurs propositions de modification du code électoral. Ça n'a pas marché, mais on se rend compte quand même qu'en quelques heures, on peut introduire un projet de loi pour modifier la Constitution. Ce qui paraissait, le code électoral, ce qui paraissait difficile face aux nombreuses propositions et des documents qui ont été faits par des collectifs des partis politiques d'opposition, par la société civile, ça n'a pas avancé du tout. Justement, ça pose problème. Et ça pose un grand problème, je dirais un très grand problème. Parce que lorsque ce code électoral est mis à exécution, les autres ne s'y reconnaissent pas. Pour n'avoir pas été associés à la modification du code électoral. Et puis, s'il faut modifier le code électoral, rien que là où ça arrange un bord politique, Benoît, tu parlais tout à l'heure, je t'ai suivi. Tu dis, lorsque ça n'arrange qu'un parti, ou alors un bord politique qui est majoritaire, et au nom de la discipline, parce que cette discipline-là, il n'arrive pas à faire la différence entre la discipline du parti et le Parlement qui est camerounais. Et les enjeux même au sein de la nation. Parce que lorsque il y aura toujours des revendications, tant que la société civile et les partis d'opposition ne seront pas associés à l'élaboration d'un code électoral consensuel. Si on modifie le code électoral rien qu'à l'article 170 alinéa 2 qui fait problème, qui ne permettait plus au président de la République de proroger le mandat plus loin que cela a été fait. Parce que en levant le verrou de la limitation de la prorogation ce jour, ça veut dire que désormais, parce que là maintenant, quand il va signer une autre prorogation,
Qu'est-ce qui ne nous dit pas que ça ne sera pas de 24 mois? Ça peut être de 24 mois. Et parce que les raisons seront toujours exposées. J'ai lu tous les exposés des motifs. Les motifs qui soutiennent la modification du code électoral. Est-ce que ce n'est que ce passage qui est querellé? Ce n'est pas uniquement ce passage qui est querellé. Il y a par exemple, nous demandons que l'ELECAM soit renforcé, par exemple. Parce que vous avez eu les problèmes qui a eu sur le terrain pendant le scrutin à la présidentielle, avec les personnes qui arboraient les choisibles de l'ELECAM, dont les présidents des bureaux de vote, qui ne comprennent pas exactement ce qu'on leur demande de faire. Parce que si les présidents des bureaux de vote ne comprennent pas le code électoral et les exigences du code électoral et les limites de leur pouvoir, ou ils pensent qu'ils vont interdire aux représentants des partis politiques d'accéder au bureau de vote sous prétexte qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale de ce bureau de vote. J'ai eu le cas dans mon village, en Corée-Bassibi. Je suis allé voter et mon représentant, avec son mandat, la dame dit qu'il ne peut pas représenter le parti dans le bureau de vote parce qu'il n'est pas inscrit dans ce bureau de vote. Vous comprenez donc que l'ELECAM se crée lui-même des problèmes en envoyant les gens qui ne comprennent rien du processus électoral. Et ce type de cas, vous imaginez ce que ça aurait pu engendrer s'il n'y avait pas eu des personnes pour calmer la situation. Donc l'ELECAM doit refaire sa mue. l'ELECAM doit se reformer. Recruter, on doit renforcer l'ELECAM en termes de personnel pour qu'il n'y ait plus de profanes qui vont interpréter le code électoral et les missions à l'envers. Ils vont interpréter les missions de l'ELECAM à l'envers pour créer des problèmes. Et sans oublier les représentants de l'administration ou l'administration territoriale qui s'y mixent dans la gestion des urnes. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a même un représentant même parti de l'opposition. D'accord, pour coller à l'actualité, il y a cette affaire d'attestation de conformité fiscale qui n'est pas prévue par le code électoral, mais qui est exigée. C'est une question d'actualité qui aurait pu être abordée également à l'occasion de vérification. Dans le dossier de candidature. Donc il ne faut pas tout simplement aller à la hâte pour aller modifier un passage du code électoral parce que ça vous arrange. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une tare qui empêche la prorogation des mandats des conseillers municipaux. Et puis il n'y a pas un passage de la Constitution ou alors du code électoral qui exige que les élections soient couplées. Si le mandat des conseillers municipaux est arrivé à terme, ils avaient rendu. La région dit qu'il n'y a pas l'argent. Pour faire les élections séparées, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je ne suis pas venu pour parler des finances publiques, je parle des élections. Mais je veux dire, une élection, elle se prépare pendant 5 ans. Bien sûr. Elle se prépare pendant. En 2020, on savait qu'on devait avoir une autre élection en 2026. Une élection. C'est la loi. Non, monsieur, quelle loi? Vous tenez compte de la loi. Est-ce que vous venez nous enseigner la loi? Ne mettons pas les exceptions. Ne commençons pas à dire qu'on lise d'abord l'exception avant la règle. La règle, c'est que 5 ans. Je veux plutôt ceci. Jean-Jacques. Vous arrachez la parole pourquoi? Non, je vous arracher la parole. Vous avez le temps de vous justifier. Vous voulez justifier mon quoi? C'est que tous les Camerounais lisent, c'est que tous les Camerounais entendent. Vous ne prenez pas en compte la prorogation, pourquoi? C'est vous qui décidez de la prorogation. C'est vous qui décidez de la prorogation puisque vous êtes majoritaire. Non, les joueurs s'entraînent, ils prennent. Il ne faut pas embrouiller. Ne faites pas ce qu'on a fait à Pagou. Ne faites pas ce qu'on a fait à Pagou en Vous ne pouvez pas venir nous enseigner le code électoral en 2026 lorsque vous avez déjà bénéficié de 15 mois de prorogation. C'est pas en ce moment qu'on devrait venir nous enseigner. Alors, les Camerounais attendaient la convocation du corps électoral le 9 février. Le 9 février est passé. Et vous venez nous dire le prétexte qu'il faut que l'ELECAM soit restructuré. Il n'y a eu que 4 agences et l'ELECAM qui ont été endommagées. Parce que lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'argent, ça veut dire que le Cameroun... Vous êtes en train de déclarer sur un plateau aussi suivi que le Cameroun est en crise puisqu'il ne peut pas organiser les élections. C'est ce que vous êtes en train de dire. On n'a pas fait de dire ça, mais entre là, on dit que les gens ont volé les milliards et que les milliards sont même distraits à l'étranger.
Vous vous entendez parler là. C'est un peu le Vous montant entendez du parler. réforme. Non, vous ne pouvez pas venir justifier l'injustifiable. La prorogation, elle est là et vous n'allez pas dire aux Camerounais ou alors interdire aux Camerounais de s'exprimer au sujet de cette prorogation. Puisque c'est une éternelle prorogation. Nous, on a désormais peur parce qu'on s'est dit il y aura encore un autre texte qui va nous demander, qui sera soumis à l'Assemblée pour qu'il y ait une autre prorogation même jusqu'en 2032. C'est pas Là, c'est impossible. compliqué. Alors, l'article nouveau qui est pris, article 170 alinéa 2 nouveau, toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut par décret proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. C'est cet aspect, en tout cas, c'est cet alinéa 2 qui fait l'objet de ces assises de la commission des lois constitutionnelles, juste ça. Ce n'est plus 18 mois qui faisait même déjà débat, mais revenons, la question est celle des Camerounais qui veulent aller aux élections, qui se sont préparés. Ils savaient qu'après 5 ans, on en finit avec les députés qui n'ont rien fait. Parce que certains même vont commencer à être chassés qui n'ont rien fait. Et les gars se retrouvent avec 2 ans supplémentaires, comme on dit au quartier Njo, finalement. Jean Janzé, lorsque nous regardons une image qui a circulé dans les réseaux sociaux tout récemment, où certains Camerounais ont, entre guillemets, voulu enfermer tout un ministre dans un local et que le ministre est passé comme au quartier par voie de fait, avec la force et a cassé même la porte pour sortir. Si on en arrive déjà à des situations de ce genre, c'est dire que ces Camerounais-là ont fini par ne plus avoir même du respect pour le ministre, pour le membre du gouvernement. C'est quelque chose d'assez grave. Mais si on arrive à poser les gens de ce genre, c'est parce qu'on finit par perdre même confiance en ceux qui nous gouvernent. Moi, je ne peux pas être étonné de vivre toutes ces transformations que nous vivons aujourd'hui, toutes ces modifications par à coup que nous vivons, à partir du moment où les Camerounais, à une certaine date, se sont réunis pour faire la paix. On a fait ce qu'on a appelé ici le dialogue national pour faire la paix. Et à l'issue de ce dialogue, on a pris des résolutions par rapport au mandat présidentiel, par rapport aux élections présidentielles et autres. On a inscrit ça dans la Constitution. C'était une décision de la nation. C'est tout le peuple qui s'était réuni dans ce grand dialogue national et qui a choisi de faire la paix en disant ok, désormais allons comme ça. Et ça a duré juste le temps de calmer les ardeurs et quelques temps après, celui qui est au trône et qui est en train, qu'on le dise ou pas, en train de piloter ou de diriger une royauté, disons-le comme ça, parce que finalement, si rien n'est plus respecté, on ne peut pas continuer à faire de démocratie. Il est allé et par les mêmes mécaniques que nous connaissons et dont nous parlons aujourd'hui, par cette même assemblée qui lui a acquise, lever et transformer une disposition qui était une disposition commune, retenue, acquise de haute lutte par le dialogue national. Donc c'est toute la communauté nationale qui avait dit que voilà ce que nous convenons de faire. Mais par la décision d'un seul, on a levé ce verrou, on a transformé. Le mandat qui était devenu limité n'est plus limité. Les 5 ans sont passés à 7, ainsi de suite. À partir du moment où on a vécu ça, à quoi devait-on attendre d'autres? Si on a pu arriver jusque-là, jusqu'à brimer, pour ne pas dire mépriser, une décision de souveraineté nationale, ça a été un grand dialogue. C'est-à-dire que s'il y avait secousse, et les Camerounais ont décidé de s'asseoir. C'est comme un référendum, on a demandé l'avis des Camerounais. Oui, ils ont décidé de s'asseoir et de s'accorder. Et puis quelqu'un, parce qu'il a le pouvoir de pouvoir décider et de pouvoir transformer, c'est ce qui est fait. C'est pourquoi nous disons que c'est un système qui est tellement bien huilé, il ne cesse de le dire. Ils le disent en se moquant des autres Camerounais. Tellement bien huilé que il va continuer à bouger là où il faut bouger, à visser là où il faut visser, pour se maintenir tant qu'ils ont, n'est-ce pas, cette
obésité dans la représentation nationale. D'accord. Allez, on reçoit des messages de ceux qui disent que c'est l'occasion ou jamais pour l'opposition de bien s'organiser, pour occuper le Parlement, essayer de bloquer ces lois-là. C'est normal. Bonsoir le plateau. Vraiment, la dame du plateau est très pertinente dans ses propos. Big up à vous la mère. Ici Ben Moust depuis Douala. Merci Ben. Félicitations donc. Bonsoir. Je suis hors sujet. Pardonnez-moi ma question. Le bourreau qui a tué la petite fille là-bas à Yaoundé. Que dit le ministre de la Communication? Voilà les sujets qui fâchent. Nous sommes vraiment désolés pour ces choses-là. Nous sommes pauvres et c'est Michel depuis Moyome Sala. Non Michel, tu n'es pas hors sujet, sauf que tu nous amènes directement sur la problématique qu'on va poser maintenant face à la montée de ces crimes. Qui doit faire quoi? Vous interrogez le silence du ministre de la Communication. D'ailleurs, des journalistes ici nous diront où est passé le porte-parole du gouvernement dans cette situation. Jean-Jacques Zé, un parti politique naît d'une idée de projet qu'on mature en lui donnant une vision tout en étant dans l'opposition. Le parti se lance donc à la conquête du pouvoir, sauf que le RDPC, qui est une filouterie de l'UNC, est né au pouvoir. Voilà pourquoi son seul combat, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est votre point de vue. Sont vos arguments là dessus. Jean-Jacques, le marque d'argent au Cameroun est faux. Nous avons beaucoup de voitures plein dans les ministères. Rien que les voitures qui ne servent à rien peuvent aider à organiser des élections. C'est Georges depuis Douala. Ouais, Georges, il a l'habitude de regarder les cortèges ministériels. Quand les cortèges passent. Avec le sommet qui a Yaoundé, c'est grave. Premier Prado, c'est 80 millions ou 120 millions. Deuxième, et vous avez 3 comme ça. Des fois, il n'y a que le chauffeur qui est... avec bon de carburant. Bonsoir le panel. Pourquoi les deux autres panélistes, ouais, ils sont... Que les grosses voitures là, c'est pour moi. C'est pour le nouveau président. Ceux qui a de cela quelques années là, c'est pour moi. Non, Jean, depuis à Bomban, je ne suis pas sûr que tu suis l'émission. Tu demandes pourquoi les deux autres panélistes sont des spectateurs, à savoir la dame et son voisin. Vous n'avez pas suivi qu'on encourage. On n'a pas la lumière. Ça crée division. Regardez quand même. On n'a pas de lumière. Et ça coupe le téléphone. Il n'y a pas de lumière à Bomba. Quand ça coupe, ça revient voir les images. L'image revient, il ne voit pas. Alors qu'elle venait d'intervenir, parce d'ailleurs. On va régler les problèmes d'électricité à Bomba. D'accord. Comme on dit, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Qu'on divise donc les salaires de ces élus pendant la prorogation. Billet depuis vendredi, ça la ils viennent de revendiquer leurs indemnités. Ils ont eu gain de cause. Maintenant, demander qu'ils divisent. Quelqu'un devant même qui ne touche pas. Bonsoir à tous sur le plateau, très belle émission. Je loue le courage du représentant du RDPC qui se bat par tous les moyens pour défendre sa posture. Je ne sais pas s'il se donne une seule minute pour visionner ce qu'il soutient sur un plateau de télévision lorsqu'il arrive à la maison. La rediffusion, c'est à 3 h du matin. Et puis, il peut regarder sur YouTube ou sur Facebook immédiatement quand il sort d'ici. En ce qui concerne les lois que le Cameroun s'est données, qu'ils sont en train de faire appliquer, pourquoi n'avoir pas aussi organisé des élections partielles à la suite des multiples décès enregistrés à l'Assemblée nationale Mayo de Douala? Pour la même raison. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Je crois que c'est connu. Benoît, on n'a jamais organisé les élections partielles. Et on fauche beaucoup de régions l'absence de députés. La Boumba Ngoko n'a plus de représentants, n'a pas de voix depuis des années. Vous avez perdu combien de députés à l'Est? Je crois 3. Boumba Ngoko, TAC est décédé et la dame. Ça fait 3 sur 11. Mais écoutez, monsieur Jean-Jean. Il n'y a pas les moyens pour les élections. Si ce qui nécessite un décret, ce n'est pas fait. C'est-à-dire ce qui nécessite un décret du président de la République. Donc seul dans son bureau, le président Paul Biya peut décider, je nomme tel ministre. Il y en a 4 décédés.
en fonction qui n'ont jamais été remplacés. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Le président n'a pas les moyens de signer un décret. Donc de mettre le carburant dans la voiture qui va conduire le décret. Notre ministre là-bas, il faudra payer. Il y a la question de notre frère de Mouyo Salah. Il faut répondre à cette question tout à l'heure. On prend une petite respiration, un verre d'eau de Source Bonis, notre partenaire d'ailleurs, et puis on se retrouve derrière pour répondre aux questions. Qui doit faire quoi face à la montée de ces féminicides et infanticides au Cameroun? Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Alors le monde entier est pratiquement marqué et touché par la fin tragique d'une fillette de 11 ans abusée sexuellement et puis finalement tuée. Les réactions sont nombreuses. Tout le monde parle de bébés divines. Des initiatives sont en train d'être mises en place. Certains leaders sont d'ailleurs allés rencontrer dans les services du gouverneur les autorités là-bas parce que des mobilisations sont annoncées. Les gens veulent poser la question à l'État. Pourquoi cette montée de féminicide, mais pourquoi et d'infanticide, mais pourquoi on a l'impression qu'il y a de silence? On commence par le journaliste, la question qui vient de Mouyo Salah, le village du président. Là-bas, on demande où est passé le MINCOM face au cas, pas seulement des bébés divines. Mais écoutez, monsieur Jean-Jacques, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les situations camerounaises, rares sont les sorties, n'est-ce pas, de M. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Je dis bien rare. C'est quand on avait, par exemple, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qu'on avait quand même à chaque instant, et je crois que c'est ça qui a fait sa popularité pour l'élection présidentielle. C'est une star à l'époque. Bien sûr, parce qu'à chaque fois que... Très bon ministre de la Communication. C'était un très bon ministre de la Communication. Et je pense que le problème, c'est simple. Le problème, c'est que les faits sociaux au Cameroun aujourd'hui n'intéressent plus le gouvernement. C'est-à-dire, la douleur du peuple n'est plus au centre des intérêts du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait un seul instant, l'intérêt du peuple, c'est-à-dire le peuple se sent meurtri, se sent abandonné, alors il fallait au moins quelqu'un pour venir dire que, ok, porte-parole du gouvernement, pour venir dire aux Camerounais que non, le président de la République, nouvellement élu, le chef du gouvernement, premier ministre, n'est-ce pas, est à l'écoute, n'est-ce pas, du peuple, en disant, ok, voici des dirigeants. Mais c'est quand, une fois, que la situation devient très grave, que, comme les mobilisations sont en train de s'apprêter là maintenant, c'est comme ça, les remous sociaux vont commencer que le ministre de la Communication va prendre la parole. Bon, c'est son style. Il va agir en réaction, par l'action. Exactement. Oui. Et c'est ça le plus grand problème chez nous aujourd'hui avec la communication que nous avons aujourd'hui. Et vous demandez seulement le ministre de la Communication. Bon, c'était lui qui a demandé. Du côté de Mouyo Salah, on va demander. Vous posez la question seulement pour le ministre de la Communication. Une action devait être d'abord menée, par le ministre, n'est-ce pas, chargé des affaires sociales. Deuxièmement, la promotion de la femme, de la femme et de la famille. Troisièmement, de la jeunesse. Donc, vous voyez que, en fait, presque tout le gouvernement est interpellé par cette situation. Donc, il devait avoir une communication le jour, par rapport à cette situation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que on se rend compte qu'en réalité, c'est comme si le parti au pouvoir qui dirige le Cameroun a abandonné son peuple. Il dit, battez-vous comme vous pouvez. Ce qui arrive, arrive. Parce qu'on ne peut pas être dans une situation aussi douloureuse. Parce que, petite fille, violée, tuée, et qu'il n'y ait pas de réaction, qu'il n'y ait pas quand même les ministres même qui sont... Bon, j'interpelle même la première dame elle-même. Oui, ce n'est pas mal pensé. La première dame elle-même, elle est où? Madame Chantal Biya, elle est où? Elle a des fondations qui s'occupent justement de ce genre de cas, de ce genre de situation. La première dame ne dit rien. Pourquoi? Par rapport à cette situation. D'ailleurs, ce n'est pas la première des situations que nous avons au Cameroun où elle ne dit rien. C'est la maman nationale.
C'est la maman de tout le monde. C'est la maman du peuple camerounais. Mais elle est où? Elle ne répond pas à ce genre de douleur du peuple. Comment? Est-ce que c'est possible dans une nation comme celle-ci? Sachant que c'est une maman qui a un cœur sur la main. Mais pourquoi ceux qui sont autour d'elle empêchent que des situations comme celle-là, elles puissent porter ça pour que les Camerounais se réconcilient justement avec l'État central? Parce que c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Il y a une cassure entre l'État central et le bas peuple. Et ceux qui ont cassé ça, parce qu'ils s'arrogent, n'est-ce pas, de tous les privilèges. Mais regardez quand Mme Chantal Biya organise ces choses au CERA. C'est tous les mêmes enfants des ministres, des DG, et tout ça, qui sont encore couchés sur les lits, qui viennent prendre encore les cadeaux, ou à la fondation Chantal Biya, ou à ceci. C'est le même personnel. Alors qu'il y a les enfants de tabac, il y a les enfants de partout qui attendent quelque chose de cette dame. André Farol a compris les interpellations. Il y a donc beaucoup d'absences, à commencer par la maman nationale, qu'on a appréciée, en tout cas le 8 mars dernier. On a encore, dans ce mois de mars-là, on aurait attendu une réaction prompte qui amènerait, comme Fanga le dit, c'est de réconciliation entre le peuple et le pouvoir central. Il y a donc, révérend, la question, qui doit faire quoi? Malheureusement, on va le dire, le crime est consommé. Qui doit faire quoi? Comment éviter cela? Comment encadrer pour éviter cela? Alors, Jean-Jacques, dans ta question, il y a deux grands volets. Il y a déjà la consommation. Et avant la consommation, il y a la prévention. Mais sauf que cette fois-ci, elle vient après. Alors, une fois que c'est consommé, la peine est là. La douleur est là. Elle est poignante. Alors, face à une douleur aussi poignante, la première réaction, c'est l'humanité, l'humanisme. Et l'humanisme voudrait que cette famille qui est meurtrie sente autour d'elle qu'elle est accompagnée, qu'elle est soutenue, qu'il y a de la compassion. Et cette famille devrait recevoir à l'instant la visite des autorités, à commencer par l'autorité la plus proche, que nous aimons appeler en d'autres circonstances le chef de terre. Il ne devrait pas être chef de terre simplement quand il y a les questions foncières, où il y a beaucoup de gombo et tout ça, mais il devrait être chef de terre également aussi, en étant proche de la population, sur laquelle il veille. Une visite de réconfort. Une visite, par exemple. Ça devait commencer par le sous-préfet, avant d'arriver aux autres autorités ministérielles et autres. Ça devait commencer, le sous-préfet ne devait y être à la minute qui suit. Le délégué des affaires sociales, la pension, dans la suite, sous-préfet. Que la famille meurtrie se sente soutenue, se sente accompagnée, qu'elle comprenne que la nation pleure avec elle. Ça commence par adoucir un tout petit peu, ça soulage un tout petit peu avant d'avancer. Maintenant, de l'autre côté, s'il faut penser à la prévention, que faut-il faire pour ne pas y arriver, pour ne pas arriver à ça, pour prévenir cela? Ça ouvrait la porte à beaucoup de discussions, de philosophie, parce que ça nous amène à interroger la société tout entière. Dans quel type de société nous vivons aujourd'hui? Et la société est gangrénée aussi par l'état de pauvreté dans lequel se trouvent les citoyens. Parce que on a souvent très bien dit, va t'affamer, n'a point d'oreille. Mais on finirait également par dire, va t'affamer, n'a pas de pensée, va t'affamer, n'a pas d'intelligence, va t'affamer, ne réfléchit pas. Parce que, qu'est-ce qui peut justifier qu'un être humain normalement constitué puisse aller poser un acte aussi ignoble, qui plus est quelqu'un qui est parent d'enfants lui aussi. Absolument. Et qui a des enfants du même âge, même d'ailleurs. Qui sont camarades de la petite. C'est impensable. Si on n'aligne pas ça dans le cadre de satanisme, dans le cadre de la dégénérescence morale et mentale, on alignerait cela où? Donc on ne peut voir en cela que l'acte d'un déséquilibré. Maintenant, le déséquilibre de cette personne, déséquilibre émotionnel, pourrait provenir de plusieurs facteurs. Et plusieurs facteurs
que la société dans laquelle il vit également concourerait, entre guillemets, également à aggraver par rapport aux conditions de vie et autres. Les gens arrivent à devenir incontrôlables. Aujourd'hui, lorsque nos enfants sortent de la maison pour aller à l'école, c'est le ventre inquiet que nous les voyons partir. Ou que nous les accompagnons, et quand ils sortent, pour ceux qui accompagnent en voiture, quand ils sortent de la voiture pour traverser, pour entrer de l'école, tant qu'ils ne sont pas revenus à la maison, c'est dans l'inquiétude que nous sommes. Absolument, absolument. Alors, c'est compris, le grand Abou est revenu en demandant que le Moulinex est où. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le Moulinex, c'est comme ça qu'on désigne le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, qui est le shérif proclamé de l'État. Il demande où est donc le Moulinex pour écraser ce genre de condiments. Qu'est-ce qu'on fait? Qui doit faire quoi, Madame Abika? Déjà, pour aborder le sujet, moi je pense que ceux qui commettent ce type d'actes, c'est des malades mentaux. Sauf qu'ils peuvent aller plaider la démence là-bas. La démence là-bas il ne faut pas qu'on leur donne les arguments. Non, moi je crois que quelqu'un de normal ne peut pas se permettre certains actes. Nous décrions les cas de féminicide, nous décrions les cas d'infanticide. Il y a des cas qui ne sont même pas signalés. Bien sûr. Donc, il y en a qui meurent leur martyr et qui gèrent ça de ce côté-là. Donc, je ne comprends pas quelle est la motivation qu'un être humain normal pourrait avoir à se lever pour faire du mal à un enfant. Un enfant qui a l'habitude de jouer avec peut-être son enfant, ou même un enfant qui marche dans la rue. Je crois que nous devons plutôt avoir compassion des enfants, nous devons les aimer. Donc, s'il n'y a pas déjà la sémence de l'amour du prochain en nous, c'est ça qui entraîne ce genre d'actes dans la société. Maintenant, à la question de savoir qui fait quoi. Il y a des administrations sectorielles, vous les avez citées. Il y a l'OMINPROF, les affaires sociales, l'administration territoriale, et même la justice et même la décentralisation. Quand il y a un crime qui se produit dans ta circonscription, toi en tant que maire, tu devrais aller t'enquérir de la situation. C'est pour cela que le maire est là, donc il y a l'aspect social. Et maintenant, il y a le côté, les affaires sociales. Qu'est-ce qu'on fait depuis que la société est face à ce type de problème? Qu'est-ce que la société ou bien ces administrations sectorielles ont organisé pour ne serait-ce que mettre sur pied les mécanismes de sensibilisation et de communication? Parce qu'on ne va pas se limiter à rester dans les bureaux climatisés pour dire « Oh, nous avons envoyé un message de condoléances à la famille » ou bien on a envoyé une équipe avec peut-être une enveloppe pour organiser... Ou les seaux ou les balais. Pour organiser l'enterrement. On comprend que la société a besoin d'encadrement psychologique. La société a besoin d'une autre forme de communication. L'administration centrale devrait renforcer ses services déconcentrés pour entrer même dans les villages. Parce que si on a une délégation d'arrondissement de la promotion de la femme et la famille qui n'attend que le 8 mars pour se mouvoir, bon, est-ce que sa mission ne se limite qu'au 8 mars? Quand il n'y avait pas le 8 mars, qu'est-ce qu'il faisait? Et si on n'a que les affaires sociales qui vont vous dire, nous étions à l'avenue Kennedy, nous avons donné la bouillie et les beignets haricots aux enfants de la rue, c'est pas ça. C'est pas de ça. C'est budgétisé, hein, tout ça. C'est pas de ça qu'il faut parler. Non, si c'est budgétisé, justement, c'est pour justifier les milliards. Les beignets haricots là ne peuvent pas coûter des milliards. Donc il y a mieux à faire dans l'arrière. Dans notre cuisine, toi et moi, hein, là où ça oui, ne coûte pas des milliards. Il y a beaucoup à faire dans l'arrière-pays. Oui. Les délégations d'arrondissement. Si on va nous parler des problèmes des moyens, comme Benoît disait tantôt, il dit que le pays est en crise, mais les administrations ont des budgets. Je crois qu'il y a des budgets conséquents puisque ce sont ces ministres eux-mêmes qui défendent leur budget au niveau du Parlement. Ça veut dire que les enveloppes que ces ministres défendent leur permettent de travailler sur les actions sociales sont bien budgétisées. Sur l'étendue du territoire. Donc on doit revoir la politique de l'administration au niveau de la société, au niveau même, on parle des femmes, on tue les femmes tous les jours, mais qu'est-ce que la promotion de la femme et la famille a donc entrepris, déjà même pour encadrer les enfants de ces femmes qui sont assassinées?
c'est un traumatisme. Que deviennent ces enfants. Et maintenant, l'encadrement n'est pas juste d'aller dire qu'on va payer l'école. Oui, on doit les encadrer. Ça interpelle aussi le MinSanté qui doit gérer le côté psychologique de la chose. Donc maintenant, nous devons repenser notre administration d'une autre manière. Si l'administration est décentralisée, que les services d'arrondissement se remobilisent pour étendre leurs actions dans les villages, dans les quartiers, pour sensibiliser. On ne peut pas seulement rester au bureau pour dire nous attendons, le carton n'est pas passé, le sous-préfet n'a pas encore validé mon carton pour que je rentre dans mes frais. Non. La société est malade, il faut la soigner. Il faut des interventions. Et lorsque on assassine les enfants, le Cameroun a ratifié des accords avec des traités internationaux sur la protection de la femme, sur la protection de l'enfance. Mais maintenant, donc, il y a des organisations internationales qui sont implantées au Cameroun. Nous n'avons pas vu ces organisations se lever pour dénoncer ce qui se passe, tel qu'ils l'ont fait avec le problème du Nozo, ou Human, on l'appelle comment. Voilà. Mais maintenant, où est l'UNICEF? l'UNICEF, le Cameroun a ratifié les accords. À partir de l'Union africaine, l'ONU et tout ça, on a ratifié des accords. Où sont ces organisations internationales et où sont les sectoriels pour se lever et mener des actions fortes pour qu'on sente que le Cameroun est touché dans son amour propre face à ces crimes qui ne font que se répéter? Maître, est-ce qu'il ne faut pas craindre justement une banalisation de ces cas d'infanticide dans notre pays? Ça va faire les choux gras, 2-3 jours, et puis on passe à autre chose. Et puis le lendemain, il y a autre chose. On a condamné le bourreau de bébé Matisse. La peine n'est pas exécutée. On ne sait pas à qui il faut s'adresser. Voilà un autre cas qui arrive. Est-ce qu'il ne faut pas craindre justement une sorte de banalisation, qu'on inscrive cela seulement dans les faits divers? Oui, Jean-Jacques, c'est justement ça le problème, celui de la banalisation. Mais la banalisation n'est pas seulement celle de, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé. Ça commence au niveau de la banalisation même de la vie humaine. J'allais dire de la désacralisation de la vie humaine. Je me réjouis qu'il y ait 2 pasteurs sur ce plateau. Ce n'est pas eux qui vont me démentir. Lorsque Caïn a tué Abel et que Dieu est venu l'interpeller, il lui a dit par la suite que le sang d'Abel crie. L'être humain doit rester au centre de l'activité humaine. C'est-à-dire que la vie humaine, Jean-Jacques Zé, c'est ça qui doit être la priorité dans une société. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les villas, ce ne sont pas les véhicules, ce ne sont pas les richesses, c'est la vie humaine. Parce que, et je reviens là-dessus, les pasteurs sont là, ce que Dieu a créé de ses propres mains, le reste c'était par la parole. Mais de ses propres mains, c'était l'être humain. D'où vient-il que dans notre société aujourd'hui, l'être humain, la vie humaine est reléguée au dernier rang? C'est ça le véritable problème. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la vie humaine n'a plus de prix. Moi, je me rappelle en première année droit, l'une des choses qu'on nous a enseigné, c'est le principe de l'indisponibilité du corps humain. Ça veut dire que le corps humain, on ne le touche pas n'importe comment, on ne le blesse pas, on ne le violente pas, on ne vend pas les éléments du corps humain, ils sont hors commerce. Mais aujourd'hui, tout a changé. Donc, il faudrait qu'on remette la vie humaine au centre de l'action de l'homme. C'est-à-dire que même dans la prise des décisions, il faut cultiver la crainte de Dieu. Il faut cultiver la crainte de Dieu, justement. Donc, il faudrait qu'on remette la vie humaine au centre de toute action humaine. C'est-à-dire que même lorsqu'on prend des décisions, même lorsqu'on vote les lois avec les amis de Benoît, qu'ils comprennent que ce qui est la priorité, c'est la vie humaine. Ce ne sont pas leurs intérêts, ce n'est pas le parti, c'est la vie humaine. Est-ce que la loi que nous sommes en train de voter contribue à améliorer les conditions de vie? C'est ça le problème. L'autre chose qu'il faudrait qu'on retienne, c'est qu'il faudrait, Jean-Jacques, que la justice, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai compris qu'à travers la décision dans l'affaire bébé Matisse, je crois que la justice est un peu sortie de son sommeil.
Et je pense que tel que c'est parti, ne serait-ce qu'au niveau de la justice, ceux qui commettent ce genre d'actes n'ont qu'à bien se tenir. Parce que il y aura une répression à nul autre pareil. Il vous souvient qu'il y a une dame qui a été, on en parlait ici, une fois assassinée. Après on dit une peine avec sursis. Voilà. C'était à Douala. Mais l'affaire Diane. Il faudrait que la justice reprenne la bête par les cornes. Parce que Jean-Jacques, si la justice essaye, c'est pour ça que je vais aussi interpeller les amis de Benoît, il va m'excuser. C'est pour ça que quand vous regardez, on parlait tout à l'heure de la modification des textes et autres. Vous allez vous voir, les amis de Benoît, ils n'ont jamais fait de proposition de loi. Toutes les lois viennent de l'exécutif. On n'a que des projets de loi, pas de proposition de loi. Et c'est un véritable problème parce que si c'est l'exécutif qui crée les lois, c'est aussi un problème. Donc, pour revenir sur le sujet du peuple. Bien évidemment. Pour revenir sur le sujet, Jean-Jacques, on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à avoir ce genre d'acte-là. Et il faudrait que, parce que moi, beaucoup de gens m'ont interpellé par rapport au cas bébé Mathis, me demandé qu'est-ce qui va suivre, même avant que je n'arrive ici. Absolument, tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi a prévu que ce monsieur, que ce soit lui directement ou au travers de ses avocats, peuvent interjeter appel. Ça, c'est prévu. Mais ce qu'on fait généralement dans ce cas-là, c'est que lorsque la décision est devenue définitive, le parquet, très souvent, essaye, vous savez que le président est le premier de tout, il est aussi le premier magistrat, essaye, avant de passer à l'exécution, n'est-ce pas, de prendre l'avis, n'est-ce pas, du président de la République. Mais ce que je dis, et comme je le disais tout à l'heure, pour le cas de bébé divine, j'entends me constituer, je pense, avec certains confrères pour accompagner ceux que, grâce à Info TV, bien sûr, c'est grâce à Info TV que j'ai pris la décision, n'est-ce pas, de m'associer, de mettre mes pieds, n'est-ce pas, dans cette lutte, parce que ça en est de trop. On ne peut pas continuer comme ça. C'est l'avenir de notre pays qui est détruit de la sorte. Moi, mais regardez un peu divine. Regardez votre fillette à la maison. Imaginez. Et ce que je dis, j'ai l'habitude de dire aux gens. Le bourreau, c'est le voisin. Alors que souvent, traditionnellement, on dit que ton premier secours, c'est le voisin. C'est le voisin. Aujourd'hui, le voisin est devenu le bourreau. Et vous savez, quand il pleut sur la toit de quelqu'un d'autre, on essaie de dire, bon, c'est sur la toit de quelqu'un d'autre jusqu'au jour où il pleut sur ton propre toit. Et là, tu te réveilles, tu sais si tu étais couché sur le bon ou sur le mauvais. D'accord, on a les mêmes interrogations. Benoît Feu-Dieu, où sont-ils? Ministre de la Communication, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, ministre des Affaires sociales, ministre de la Justice, ministre de l'Administration territoriale. Il n'y a pas une sorte de mobilisation autour de cette affaire. C'est une page, comme les autres, qui risque de se retourner sans qu'on ne voie une véritable action. Je ne peux pas répondre à leur place parce que ce n'est pas eux que je représente sur le plateau. Bon, posez aussi la question. Ils sont où? Posons la question ensemble. Où sont-ils? D'accord. Je ne peux pas répondre. Ce n'est pas moi qui ne le représente pas ici sur le plateau. D'accord. Et l'indignation est collective. Ça, il faut le dire. Bon, la moindre, la plus petite des informations quand même que j'ai eues, c'est au moins que, bon, peut-être quand le procureur descendait là-bas, il était accompagné, il y avait le sous-préfet, il y avait quelques petites autorités. Mais cela, effectivement, comme on le dit de manière collective, ça ne suffit pas. Il faut qu'on sente, n'est-ce pas, la touche, comme on pourrait dire, la sortie de tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je dis, l'acte est déjà posé. Ces sorties-là viennent tout simplement consoler, tenter de consoler la famille si ça peut consoler, mais en réalité des questions importantes restent à poser. C'est pourquoi cette montée grave de la violence dans notre pays? Parce qu'il faut quand même dire que depuis un temps, je crois qu'on vit quelque chose d'inimaginable. Même si on peut quand même m'expliquer en disant ça devient de plus en plus diffusé parce qu'on a aujourd'hui les phénomènes des réseaux sociaux et de tout ceci. Mais il faut dire que quand on ôtait la vie à une personne,
Même sans réseaux sociaux, ça circulait presque dans tout le pays. Parce que c'était extraordinaire, c'était quelque chose d'inimaginable. Oui. Aujourd'hui, on dit, on a assassiné une femme au Bala, demain on a assassiné l'autre à Douala. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne voudrais même pas faire mention à la démence, comme disait Mme Abeka. La démence de quoi? Moi, je pense que des gens sont... C'est beaucoup plus le pasteur qui est sur la voie. Il faut dire vrai que le phénomène de la vie facile et tout ça a apporté des choses dans la mentalité de certains citoyens, à telle enseigne qu'ils reçoivent des promesses de tout. Vous voyez aujourd'hui... Est-ce que ça peut appartenir également à des crimes rituels? Je pense que ça, je peux dire la quasi-totalité là, ce sont des crimes rituels. Vous pensez qu'un monsieur, puisque nous parlons de ce cas, un père d'enfant lui-même, un père d'enfant qui a les enfants, mais vous pensez, qu'est-ce qu'il recherche? Vous pensez qu'il recherche vraiment quoi sur cet enfant, au point même de finir par l'assassiner? Et moi je dis, la société, elle vit cela, mais j'ai un peu peur de vous dire que la société a une petite complicité passive. Parce que aujourd'hui, on tente de dénoncer, mais même cette dénonciation, elle n'est pas vive, elle ne se ressent pas. Parce que avant d'arriver sur le cas de ce bébé, il y a ce cas de femmes, Mme Abeka a bien fait de citer de certaines organisations comme l'ONU Femmes et l'UNICEF qui sont supposées protéger cette catégorie-là dans le monde entier et qui sont représentées dans tous les pays. Mais avant d'y arriver, là, je disais tantôt que vous avez il y a un crime qui se produit. Les femmes, le cas des femmes, c'est beaucoup plus la conséquence des violences. Et ces violences-là sont vécues dans nos quartiers. Sont vécues, vous avez un voisin, vous entendez les chaises tous les jours là-bas. Ça ne vous dérange pas. La nudité de sa femme. Vous voyez, parce qu'il vous voyez une femme se lève le matin et puis avec des bosses partout. Oui. Vous gardez ça. Vous vous permettez de dire, la toiture couvre, personne ne sait. Benoît, c'est vous qui dites souvent qu'on ne met pas le doigt entre le corps et l'arbre, non? Donc vous voyez que cette complicité-là, je voudrais même arriver donc dans le sens de l'interrogation de ce soir pour dire qui doit faire quoi. Vraiment tout le monde doit faire tout. Parce que en commençant par l'État et les institutions, parce qu'il faut à un moment donné, j'aimerais que nous nous assions sur cette table pour convoquer, n'est-ce pas, l'apport des parlementaires sur les modifications des lois ou sur l'amélioration des lois pour protéger aussi le code de la famille, les enfants. Ou le fameux code de la famille. Que ça soit renforcé. Au lieu, ça nous profitera. Benoît, ça fait longtemps que le projet du code de la famille a été transmis. On ne sait pas à quel moment ça sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Moi, j'ai ce code dans mon bureau, mais il n'est pas applicable parce qu'il reste un projet. Toutes ces institutions doivent être interpellées. Naturellement. Parce que la loi doit être touchée, même s'il faut voter les lois spéciales pour sanctionner fortement ces cas. On a parlé de bébé Mathis aujourd'hui. On aimerait voir des sanctions comme ça et que ça avance très rapidement. Qu'on n'ait pas du temps à perdre pour laisser prospérer. Parce que s'il y a un cas et qu'on procède, même si aujourd'hui, comme vous avez dit, on est un peu souple dans l'exécution de peine de mort, il faut néanmoins que quelque chose soit fait. Quand on a atteint ce niveau, je crois qu'il faut qu'on puisse renforcer les choses. Au-delà de cela, et quand je parle même des institutions publiques, même au niveau de la justice, il faut également rassurer les gens sur la manière où on mène les procès en justice. Je ne voudrais pas revenir sur le cas de cette dame à Douala. Il faut que les populations soient rassurées, effectivement, de la rigueur que la justice peut appliquer sur ces cas. Il faut même, avant d'arriver à la justice, même créer, pourquoi pas, même jusqu'au comité de quartier de vigilance.
que des institutions comme nous avons parlé là, les ONU Femmes, UNICEF, peuvent appuyer les ONG locaux. Peuvent appuyer là. Oui. Ça va se créer tous les jours dès que les financements seront encaissés. On a vu, c'est ça le problème. D'accord, il y a donc un ensemble. Il y a un ensemble. Il faut interpeller le voisin, les églises. Il faut. Pourquoi tu n'interpelles pas le voisin? L'éducation morale des églises, même vous-même les médias. Oh, mais attends, il faut vous ne devrez pas également banaliser, vous devrez vraiment renforcer la sensibilisation. Ce que Benoît dit est sérieux, parce que dans les médias, on ne saurait inscrire des cas comme cela dans la rubrique des faits divers. Oui, non, c'est ça le problème. Il faut qu'on efface ce genre de choses. Ça ne doit pas être fait divers. Ça peut même faire des sujets. C'est tout un journal. Une histoire comme celle-là, c'est tout un journal qui doit interpeller les autorités, la justice. On doit retoucher les programmes scolaires. Ça, c'est des choses qu'on peut faire là, prendre des décisions qui sont même ponctuelles. Retoucher, voir les programmes de l'éducation à la citoyenneté, introduire l'éducation de jeunes enfants, que très tôt l'enfant apprenne l'égalité, apprenne, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes, pas par la brutalité, mais savoir comment est-ce qu'on résout les problèmes par le dialogue. Que pensent les téléspectateurs? Merci, bonsoir, le grand soir. Je demande aux Camerounais d'arrêter un tout petit peu d'accuser le RDPC et le gouvernement. Car aujourd'hui, d'après constat, c'est notre silence, notre peur, notre délaissement à tout au gouvernement et au pouvoir public, ce qui nous arrive. Lorsqu'il y a une initiative, ce sont les mêmes qui pleurent, qui se découragent en disant que, comme tu parles, tu vas aussi mourir. Mais non, mais mon cri aujourd'hui, c'est de dire à chaque Camerounais de connaître son devoir et surtout son droit. Patrice Christ Nguidzoy, président du mouvement DDHP, qu'on salue bien évidemment. Patrice, on espère qu'on sera bientôt sur le plateau. Bonsoir le plateau. Les cas sont devenus légion. La petite divine, mais à Douala aussi, et avec le cas de cette fillette de 11 mois, ailleurs la nation s'arrête, car c'est l'avenir qu'on touche. Mais chez nous, la caravane passe. Éric de Fougerolles, le chien à bois, la caravane passe. On va parler aujourd'hui. On ne peut pas continuer à dire ça. Non, on ne peut pas. Bonjour à tous sur le plateau. Nous avons l'impression qu'au Cameroun, le ministère de la promotion de la femme et de la famille n'est là que pour organiser les matchs sportifs et le défilé du 8 mars. Voilà les faits. Depuis des mois qui se produisent, aucune communication, aucune sensibilisation de leur part. N'en parlons pas de notre ministère de la communication au Cameroun. Rien n'est fait pour aider le peuple. Tout ce que nous connaissons au Cameroun, ce sont les ministères des Range Rover et des Prado. Après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a de l'argent pour mettre du carburant dans sa voiture Gaston depuis Douala, qui interroge toujours le silence de cet sectoriel. Bonsoir Jean-Jacques, croyez-moi, je me suis réveillé en sursaut lorsque l'un de vos panélistes a appuyé Issa Tiroma, était un bon ministre de la communication. Hier là, on a suivi des vers et des noms mûrs sur la communication du même ministre. On peut être incohérent comme ça, mes chers opposants. Ceux qui bavardent là savent que la violence est verbale qu'ils entretiennent eux-mêmes sur les plateaux télé et soutiennent avec des likes dans les réseaux sociaux. Lorsqu'un activiste d'un certain parti politique insulte les dirigeants, appelle au génocide d'une tribu, insulte la première dame et autres, il ne dénonce pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que leur comportement n'impacte pas sur les populations, qu'ils les regardent et les écoutent, qu'ils sachent que la violence verbale dont ils font usage peut stimuler l'instinct sanguinaire caché sur certains. Commençons par dans nos propres maisons à réprimer certaines attitudes. Évitons pour un oui ou pour un non d'accuser l'État. Je vois en cette attitude la fuite de nos responsabilités. C'est le plus 240. On salue le frère du côté de la Guinée équatoriale, je crois.
bonsoir le plateau. Nous avons déjà une femme procureure générale. Elle doit prendre à bras le corps la lutte contre les féminicides et les infanticides. Nelson de Simalène, ne faisons pas croire également que c'est l'affaire des femmes. C'est ça, d'accord. C'est le RDPC qui est responsable de tout le pays à terre, qui laisse le pouvoir. Personne n'a peur, chacun fait comme il veut. Dites ça à M. Benoît, c'est Angélbert de Batambok qui envoie ce message-là, qu'il faut laisser le pouvoir. Yaya Bello, qu'est-ce qu'on dit? Bonsoir au panel, il faut exécuter la peine de mort. L'emprisonnement ne fait plus peur. Seule la peine de mort peut freiner les ardeurs criminelles de certains. Yaya Bello de l'UNDP. Voilà. Bonsoir. Pourquoi le débat porte seulement sur les infanticides et les féminicides et les homicides alors, ou bien la mort des hommes n'est pas un problème? Steve Dongwaekele, non, Steve, je suis sûr que tu nous comprends très bien. N'entre pas dans ce jeu qui ne nous fait pas avancer. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques et à tout le panel. Vraiment, j'ai du mal à comprendre le rôle du pastorat au Cameroun. Voilà, les pasteurs sont là. On a deux. Est-ce pour faire de la politique ou bien accompagner les fidèles chrétiens dans leur marche chrétienne? Ce révérend Fanga, je pense que c'est leur rôle de s'unir dans la prière et intercéder pour que l'Éternel nous vienne en aide comme l'a fait Abraham et Lot. Alors Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais moi, je les vois plutôt, ils sont pasteurs quand il faut prier et exiger les enveloppes aux chrétiens. Et ils font des églises maintenant pour se faire de l'argent. Ils viennent dans les plateaux télévisés avec des gros titres. Révérend Pasteur Fanga et l'autre d'en face. Nous avons besoin de vous pour construire et non se faire de l'argent et critiquer les autres. Merci Yannick, depuis Carrefour Amadou. Yannick, on a tout lu, hein. On ne cache rien. Les pasteurs sont là. Voilà. Pas besoin de relancer. Non, mais bien, je réponds simplement en commençant d'abord par un texte biblique. Voilà. 2 Timothée 3, le verset 2, n'est-ce pas? Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, déloyaux, calomniateurs, intempérants et le plus grave, cruels. Donc, il y aura un temps, et c'est ce temps-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les temps de la fin. Oui, les gens sont cruels. C'est la cruauté. Et c'est comme si notre gouvernement a adopté cette attitude de cruauté. Ils sont tellement cruels que même la simple compassion, c'est-à-dire exprimer la compassion envers le peuple. Parce que quand vous privez un peuple d'eau, d'électricité, de tout ce qui est nécessaire pour le bien-être du peuple, alors vous êtes dans cette logique de cruauté. Parce que s'il fallait le dire, moi j'ai proposé par exemple, il y a de cela beaucoup d'années, une repentance nationale au lieu de dialogue national. Repentance nationale. Repentance nationale. C'est-à-dire il faut que les Camerounais s'arrêtent. Quand on dit Dieu, vraiment qu'est-ce qu'on a fait? Pardonne-nous, parce que tu es miséricordieux, tu es capable de... Parce que c'est... Vous entendez cette expression des Camerounais? C'est comme si le Cameroun a traversé la vérité, c'est qu'ils ne craignent plus Dieu. Les hommes ne craignent pas. Ça veut dire qu'on a traversé une étape où la crainte de Dieu n'est plus au centre de tout. Aujourd'hui, nous avons des situations graves. Parce que vous dites que c'est les crimes rituels, mais il faut être sorcier pour faire ce genre de choses. Naturellement. Il faut être dans un état autre, possédé par un démon, pour arriver à ce genre de situation. Et nous savons tous ce que la plupart des Camerounais font pour avoir de l'argent, pour avoir un poste, pour être à un certain niveau. Tous les crimes rituels, c'est déjà dépassé depuis. Bon. On avait trouvé une solution pour les crimes rituels de l'humain. Du tout. C'est ce que Jean-Jacques disait tout à l'heure, que ça va faire quelques temps. Et puis on va tourner la page. On va tourner la page rapidement. Est-ce que dans toutes les situations que nous avons déjà eues au pays, mais il y a eu des ébroulements, je crois, dans un quartier ici à Yaoundé. Bankolo. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? On a même vu un jeune homme qui est le fils du président qui est allé même là-bas. Mais après ça, il y a eu quoi? On a donné les matelas. On a donné les matelas. On a donné les matelas. Et les seaux. Et les seaux. Terminé. Donc, les populations sont toujours
à la merci. Vous allez retrouver des situations comme ça dans ce pays en milliers. La première dame, je l'interpelle toujours. Madame Chantal Biya, vous êtes la maman nationale. Les femmes ne peuvent pas souffrir. Les enfants ne peuvent pas souffrir dans un pays alors que vous êtes une femme de cœur. Vous connaissez la souffrance. Vous connaissez les quartiers difficiles. Vous connaissez les villages, nos villages. On sort de Dimakono. Dimakoye avec quoi là-bas? Donc vous comprenez qu'elle connaît ce que c'est que la souffrance. Donc ça veut dire qu'elle est le maillon essentiel. Vous savez, je l'interpelle de manière particulière parce que je suis sûr que si elle bouge un peu, voilà, il y aura des solutions concrètes par rapport à ce genre de situation. D'accord. Pasteur 1, Pasteur 2. Que faites-vous? Faut bien répondre. Votre responsabilité. Les gens ont dit qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Pourtant, les églises se multiplient au Cameroun. On en crée encore. Les derniers décrets ont créé quelques églises encore. Certains membres du gouvernement sont même des pasteurs en famille. Tout le monde est pasteur dans cette famille de membres du gouvernement. Tous sont des anciens d'église quelque part. Les autres sont les vendeurs, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la crainte de Dieu est si marquée au Cameroun? Jean-Jacques Zé, je vais aussi lire un texte pour reprendre l'épître de Paul à Timothée, son fils, le premier épître, où il dit à son chapitre 4e, à partir du verset 1er, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Donc, nous sommes en train de vivre tous ces faits bibliques. La parole de Dieu est en train de s'accomplir et est sur son cours. Les pasteurs que vous interpellez aujourd'hui, que nous sommes, l'Église ne cesse de prêcher l'évangile, d'appeler les hommes à la conscience, d'appeler les hommes à l'amour du prochain. Mais cependant, le mal est poignant. La paupérisation des populations fait en sorte que dans cette quête permanente de la pitance quotidienne, on finit par ne plus s'intéresser à ce qui nous appelle à la morale. On vous écoute plus. Pour chercher absolument là où on nous garantit un bien-être. J'ai failli dire la bonne vie ou le meilleur. Mais sans se rendre compte de ce que nous creusons comme fossé et de ce que nous causons comme blessure, comme douleur tout autour de nous, pour ne pas dire contre nous-mêmes. Donc, notre voix, je ne veux pas dire qu'elle devient inaudible face à tout ceci, mais je veux simplement dire que des obstacles. Il y a tellement d'obstacles qui sont alimentés également par la mauvaise gouvernance, qui fait en sorte que la quête, j'insisterai dessus, également des mauvais pasteurs. La quête de la pitance, la quête de la pitance finit toujours par fermer l'oreille aux bonnes paroles, dites pieuses, dites de foi, dites interpellatrices. La morale fout le camp, et une fois de plus, mon confrère interpelle la première dame, moi je ne cesserai d'interpeller mon père. Parce que en 1982, lorsqu'il disait rigueur et moralisation, moi qui suis sur le plateau, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Quand il disait rigueur et moralisation en 1982. Aujourd'hui, où est passée cette rigueur? Où est passée cette moralisation? Qu'en a-t-il fait? Est-ce que le peuple camerounais, le citoyen camerounais aujourd'hui peut être tenu par la morale? Est-ce qu'il y a la rigueur dans la conduite des affaires de la société? Une fois de plus, il faut arrêter avec les politiques. En lançant cette politique-là, c'était une vision claire qui touchait du doigt ce qu'on avait comme problème
au Cameroun. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur le ministre Atongandi est la seule personne à même de remettre de l'ordre dans ce pays. Nous avons besoin de lui. Nous avions Timiévouna à une époque qui se chargeait de la répression des mœurs au quotidien. Aujourd'hui, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes, d'où la montée en puissance de tout ce qui arrive, Jérôme, depuis Nkolmessan. Et puis, vous voyez tous ces messages signaux d'alerte. Ça veut dire qu'on est rattrapé par le communiqué du ministre des Affaires sociales. Voilà, il est là, le communiqué du ministre des Affaires sociales. Il est tout frais. Ah, donc il me suivait alors. Il est tout frais. C'est un communiqué de presse. Alors, le gouvernement de la République du Cameroun condamne avec la plus grande fermeté les récents cas d'infanticide et de violence sur les enfants. À cet effet, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, exprime sa profonde indignation et sa vive émotion suite aux récents cas d'infanticide et de violences graves perpétrés sur des enfants dans notre pays, notamment le drame survenu au quartier Nkwaban à Yaoundé le 19 mars 2026 où Divine Mbarga, âgée de 11 ans, a été violée et assassiné. On peut afficher le communiqué parfait, il a ça dans ton téléphone. Ces actes odieux qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant et la dignité humaine sont inacceptables et appellent une réponse ferme, collective et déterminée. Le gouvernement adresse ses sincères condoléances aux familles durement éprouvées et leur exprime toute sa solidarité dans cette épreuve. Face à cette série noire, les pouvoirs publics réaffirment leur engagement total à garantir la protection des personnes vulnérables, en particulier les enfants. À cet effet, plusieurs actions sont en cours. Premièrement, la poursuite systématique et la sanction exemplaire des auteurs de ces crimes en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et sécuritaires. Deuxièmement, le renforcement des dispositifs de veille et d'alerte communautaire afin de détecter précocement des situations à risque. Troisièmement, l'accompagnement psychosocial des victimes par des services sociaux. Cinquièmement, la mobilisation accrue de tous les acteurs sociaux, notamment les familles, les leaders communautaires, les organisations de la société civile et les confessions religieuses. Le gouvernement rappelle que c'est une responsabilité partagée. Il en appelle à la vigilance de tous et invite chaque citoyen à dénoncer sans délai toute situation suspecte ou tout acte de violence auprès des services sociaux compétents. C'est signé Pauline Irène Nguéné, ce communiqué de presse. Madame Barga, je crois que c'est quelque chose de fait. Madame Abega. Madame Abega. Voilà. Bon, c'est la petite Divine Barga. Madame Abega. Oui, voilà. C'est fait et nous voulons beaucoup plus d'actions du genre. Lorsque nous dénonçons sur les plateaux, c'est justement pour que le gouvernement bouge et qu'on revoie les approches qui sont traditionnellement utilisées. Par exemple, l'approche limitée justement sur les communiqués. Nous voulons beaucoup plus un déploiement de ces administrations sectorielles sur le terrain. Je faisais allusion aux services déconcentrés, par exemple. Les services d'arrondissement, on voudrait les voir bouger, ne pas attendre des événements ponctuels ou alors pour se mouvoir sur le terrain. Je venais aussi de recevoir la note du président national des hommes-là, Sa Majesté Georges Ngoné-Djoa. Les hommes-là. Oui, qui a aussi, ils se sont manifestés, ils ont saisi le président de la République pour dénoncer les cas de féminicide et d'infanticide sur l'étendue du territoire. Donc, cela prouve que la société civile est aussi en mouvement quelque part. Donc, c'est un phénomène qui touche. Alors, Madame le ministre des Affaires sociales a fait une sortie. Nous voulons des actions plus concrètes. Par exemple, ils peuvent faire un déploiement, accompagner, par exemple, Maître disait tantôt qu'il va se constituer. Si on s'arrête juste au communiqué, ça touche combien de personnes? Peut-être, moi par exemple, je découvre ce communiqué à l'instant, peut-être parce que nous avons parlé et puis on vous l'a envoyé. Oui. Donc, en dehors des communiqués, nous voulons du concret. En dehors du communiqué, nous voulons l'assistance à ces familles. En dehors des communiqués, quand il s'agit des femmes, qu'on sache qu'on nous dise que
telle femme est décédée à tel endroit, elle a laissé une progéniture, et voilà ce qui a été fait pour cette progéniture. On a parlé tantôt des cures psychologiques, donc ça interpelle beaucoup de sectoriels. Que chacun fasse son travail, comme vous avez dit. Nous autres, chacun de nous, en tant que politique, nous devons sensibiliser dans notre entourage. Par exemple, quand on parle du cas de Divine, tel que j'ai suivi l'histoire, elle criait dans l'immeuble. Les gens entendaient. Mais ceux qui ont donc entendu le cri de la petite fille, pourquoi ne sont-ils pas sortis pour aller voir de quoi il s'agissait? Donc je pense que lorsque la justice fera son travail, on devrait interpeller les habitants de cet immeuble. Que tous ceux qui ont donné les témoignages, donc ceux qui habitent l'immeuble, ne peuvent pas dire que pendant que l'enfant criait, il paraît qu'elle disait même « appelez ma mère ». Ils ont entendu, ils ont préféré faire le témoignage le lendemain quand elle était déjà décédée. Mais pourquoi personne n'est sorti? Pourquoi personne n'est intervenu dans la nuit? Quelqu'un pouvait même appeler la police. Même le propriétaire de l'immeuble, comment une partie qui n'est pas habitée est accessible? On devrait appeler la police. Même un problème. Voilà. Donc il y a des problèmes de sécurité. Et lorsque voilà aussi un autre pan des problèmes qui alimentent l'insécurité dans nos quartiers. Lorsque vous habitez un quartier, on voit des chantiers abandonnés. Le chef du quartier prend quelle disposition pour que ces chantiers abandonnés ne deviennent pas les abris, les asiles pour ces chantiers sont nourris par l'absence d'électricité. Voilà. C'est une chaîne de responsabilité. Il y a des chantiers abandonnés qui ne sont pas encadrés, qui ne sont pas contrôlés. Ça veut dire que là, c'est des niches de criminalité. Donc les gens s'y installent soit pour fumer le chanvre ou alors pour commettre des crimes parce qu'ils savent que c'est une maison abandonnée. Bon, vous saurez qui a commis le crime dans cette maison. Et voilà maintenant le problème d'un immeuble où les pièces qui ne sont pas occupées sont accessibles quand même. Comment? La moindre des choses, c'est de fermer la voie. Oui, d'empêcher l'accès à ce type de bâtisse. Donc, il y a beaucoup de poches, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a donc beaucoup de leçons à tirer derrière ce cas, malheureusement, si dramatique qu'on a vécu. Madame, merci. Monsieur, merci. On va accompagner Maître dans cette initiative. Il se constitue avocat pour défendre la cause de la famille de bébé Divine. Merci également Lepka depuis Bouddha. Je voulais saluer Bouddha particulièrement ce soir et saluer le médecin-chef de ce côté, vous êtes à l'hôpital district. Vous dites quoi? Ce que je peux dire est que le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le Cameroun connaîtra la paix. Bon. C'est une intelligence. En 30 secondes. 30 secondes. Oui. Non, moi, je ne vais pas revenir sur certaines choses. Bon, c'est une belle situation. Ce qui nous pose problème ici dans ce pays, c'est de jeter la responsabilité sur les uns et les autres. Nous j'ai dit, ce problème-ci est collectif et chacun doit faire sa part. Les pasteurs ne doivent pas tout simplement nous expliquer que c'est la parole s'accomplit, après ils tournent pour ils donnent la responsabilité aux autorités. Ils vont faire quoi? Ils n'ont pas la force policière. Lorsque j'ai parlé ici de la passivité des populations, alors, c'est déjà quelque chose. Et même nos enfants, nous avons dit, il faut que nous leur donnons une certaine éducation. À l'école même, qu'on sache comment on amène les enfants à travailler sans noyer dans l'esprit de ça a été dit. Les discours que nous tenons sur le plateau, on met la douceur sur ça. D'accord, merci beaucoup Benoît. Merci André, merci Emmanuel, à Sango Pasto. Merci à vous. Que Dieu le pape arrive. On se retrouve demain à la même heure avec certainement le même plaisir. Très bonne soirée à tous.